Le journal de l'information. Bruxelles, l'heure des grandes décisions. Ministres africains et européens réunis pour parler paix, sécurité, migration. Un sommet sous haute tension géopolitique. Sahara occidental, 20 mai 1973, le combat sahraoui continue. Le Front Polisario commémore le début de la lutte armée contre l'Espagne et rappelle que l'occupation n'est pas de l'histoire ancienne. RDC, pourquoi ça n'avance pas ? Les médiations se succèdent, mais l'Est reste en feu. Civils en fuite, tensions vives. Alors qu'est-ce qui bloque vraiment ? Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous. C'est l'heure de votre journal. Bienvenue. On fait tout de suite le point sur les temps forts de l'actualité. On entame cette édition par le lancement des travaux de la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne. Les chefs des diplomaties africaines et leurs homologues européens se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour cette rencontre de coopération stratégique qui intervient dans un contexte de mutation géopolitique et économique mondiale sans précédent. Ce rendez-vous sera axé sur la paix, la sécurité et la gouvernance, le multilatéralisme, la prospérité, les migrations et la mobilité. Fouzi-Malade et les détails. Les ministres des Affaires étrangères africains sont conviés à Bruxelles pour se réunir avec les représentants des 27 de l'UE. Il s'agit en premier lieu de dresser un bilan sur le chemin parcouru entre les deux entités UE et UA, évaluer 25 ans de coopération, débattre de questions liées à la concurrence commerciale, au développement durable et à la gouvernance. Une réunion importante tant les liens entre les deux continents sont étroits. Omar Berzouz, politologue. L'Afrique et l'Europe entretiennent des rapports étroits et donc ils sont l'une et l'autre conscientes de la priorité de développer un partenariat stratégique au regard des liens de partenariat, surtout historiques. Sur le plan commercial, les échanges Europe-Afrique sont multidimensionnels. L'Union européenne demeure aujourd'hui un partenaire commercial important de l'Afrique et peut-être aussi même toujours le premier investisseur et le premier donateur d'aide publique. D'un autre côté, l'Union africaine aussi constitue un partenaire important, un gisement donc de ressources, que ce soit en matière donc de ressources matérielles ou humaines. Une coopération UA-UE souvent déséquilibrée et inégale. La réunion interministérielle est l'occasion pour les pays africains, à l'instar de l'Algérie, d'inverser la tendance et orienter cette réciprocité vers une logique de co-développement. L'Algérie qui déjà veut réviser son accord d'association avec l'Union européenne, l'Algérie veut sortir de la logique qu'on appelle donateur récipiendaire. Le prochain sommet est une opportunité pour l'Algérie de peser de tout son poids pour orienter la coopération Union européenne-Union africaine vers un meilleur équilibre. La réunion UA-UE s'annonce cruciale pour la refonte des bases de cette coopération bilatérale et la construction d'un véritable partenariat entre les deux continents pour faire face aux défis internationaux futurs. Un partenariat gagnant-gagnant. Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères algérien, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé hier dans la capitale belge pour participer à cet important rendez-vous régional en perspective, la préparation du 7e sommet UA-UE. En parallèle, il est important de rappeler que l'Afrique du Sud préside le G20 dont le sommet est prévu en décembre prochain. À présent, sur le Sahara occidental, le peuple sahraoui a commémoré hier le déclenchement de la lutte armée contre le colonisateur espagnol le 20 mai 1973. Le Front Polisario se soulève et entame une lutte armée pour chasser le colon de son territoire et accéder à son indépendance, une date marquante qui rappelle non seulement aux Sahraouis, mais également au monde entier qu'il y a toujours un peuple sous l'occupation et refuse de se soumettre au colonialisme, comme le souligne Lekhan Mel'inin, représentant permanent de la race auprès de l'UA. On l'écoute et il répond à Fouzi Malade. Il y a un peuple sahraoui dans le territoire du Sahara occidental qui refuse de se soumettre aux faits accomplis, que ce soit espagnol avant et marocain. Cet anniversaire rappelle aussi à tout le monde et aux Africains surtout qu'il ne faut jamais baisser les bras, qu'il ne faut jamais abandonner la lutte pour l'indépendance. C'est une indépendance qui reste encore à achever car il ne suffit pas d'avoir une indépendance politique pour se dire libre. Il faut surtout libérer l'économie africaine, libérer la volonté africaine de s'unir et la volonté africaine d'émerger comme le continent du futur, ce que plusieurs puissances internationales ne veulent pas voir arriver. C'est d'ailleurs pourquoi tous les peuples africains doivent en quelque sorte soutenir la lutte légitime des peuples sahraouis pour son indépendance.
Crise congolaise à présent, et puis la crise à l'est de la RDC reste dans l'impasse, malgré la multiplication des médiations régionales et internationales. Sur le terrain, les tensions persistent et les populations civiles continuent de fuir les combats. Pourquoi ce statu quo? Élément de réponse avec Rani Tracy. On pourrait évoquer ici plusieurs raisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que la situation dans cette région reste toujours complexe. Les violences se poursuivent et ce, malgré les efforts répétés pour relancer le dialogue entre les parties belligérantes. Il y a quelques jours encore, une réunion s'est tenue à Lomé au Togo sous l'égide de l'Union africaine. Objectif, coordonner les multiples initiatives en cours et encourager une approche unifiée. Mais jusqu'ici, aucun signe d'apaisement sur le terrain, c'est ce que nous confirme Alassane Makanera Kake, analyste politique. Il a fallu à ce que des puissances étrangères puissent assortir une solution. Malheureusement, cette solution encore tarde à produire des effets, compte tenu des conséquences qui continuent sur la population civile et l'insécurité globale. Il est nécessaire aujourd'hui à ce que les pays amis et ayant influence puissent exercer leur influence afin que nous puissions arriver à un accord consensuel qui permettra de mettre fin à cette tragédie humaine. Dispersion des canaux diplomatiques, chevauchement des initiatives sans coordination suffisante. Union africaine, SADC, Qatar, États-Unis. Beaucoup d'interventions, mais peu de résultats. Pendant ce temps, les populations civiles continuent de fuir et le M23, lui, gagne encore du terrain. Près de 6000 personnes issues de différents groupes armés actifs en Centrafrique sont officiellement désarmées et démobilisées. Selon le rapport d'aujourd'hui de l'ONU, d'après ce rapport, la réduction du nombre de personnes armées contribue à diminuer la violence et favorise la stabilité dans le pays. On parle à présent d'économie. Le Gabon annonce l'adoption d'une nouvelle stratégie dans la réduction de son taux d'endettement à l'horizon 2027. Cette initiative favorise la croissance économique de ce pays de l'Afrique centrale. Plus de détails avec Mohamedou Dia. Dans son plan stratégique 2025-2027, le Gabon, sous la continuation de son programme 2024, envisage toujours de faire des manœuvres participatives pour favoriser sa croissance économique et réduire aussi progressivement sa dépendance aux emprunts extérieurs, notamment sur les marchés internationaux tels que les euro-obligations, en privilégiant les emprunts intérieurs sur le marché régional jugé plus stable. En 2025, le plafond des nouveaux emprunts est fixé à 902 milliards de francs CFA, soit 560 millions de dollars, dont 52,1% pour les engagements extérieurs et 47,9% pour les engagements intérieurs. Cette proportion évoluera favorablement pour les engagements intérieurs à partir de 2026, avec un plafond total réduit à 250 milliards de francs CFA, dont 60% seront mobilisés sur le marché régional et 40% sur le marché international. Les autorités gabonaises réitèrent la volonté de recentrer leurs emprunts sur des sources régionales plus sûres. Selon le plan stratégique d'endettement du Gabon, le plafond des nouveaux emprunts s'établirait en moyenne à 467,7 milliards de francs CFA, dont 223,3 milliards de francs CFA d'engagement extérieur et 244 milliards de francs CFA d'engagement intérieur. Et l'actualité se poursuit toujours, mais cette fois-ci en bref, et c'est à vous, Varsou Fundo. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. L'Égypte renforce son partenariat avec l'Union européenne dans le secteur du gaz naturel. Un protocole d'accord vient d'être signé au Caire pour accroître l'exportation de gaz liquéfié vers l'Europe, en contrepartie d'un appui technique et financier à la transition énergétique du pays. Le ministre égyptien du pétrole a salué un accord stratégique dans un contexte mondial tendu. La Tanzanie a inauguré hier un nouveau tronçon de chemin de fer dans le cadre du projet SGR reliant Dar es Salaam à l'intérieur du pays. Ce chantier d'un coût total de près de 7 milliards de dollars ambitionne de transformer le réseau logistique tanzanien et de renforcer l'intégration régionale avec le Rwanda et le Burundi voisins. Au Maroc, la tension sociale monte face à l'érosion continue du pouvoir d'achat. Selon les derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan, l'inflation reste élevée, notamment sur les produits de base et les carburants. Dans plusieurs villes, des syndicats et associations appellent à des mobilisations citoyennes pour dénoncer la vie chère et exigent des mesures urgentes du gouvernement.
Place au tourisme à présent. Quelle place occupe ce secteur en Afrique? Les experts se penchent sur le sujet et c'est à Alger à l'occasion des 17e journée plutôt internationale du e-tourisme. Nous le savons, l'Afrique, à l'instar du monde, reste une destination touristique de rêve. Allez, tourisme et technologie restent le défi pour le continent selon Mohamed Boudali, docteur en marketing touristique. L'utilisation de la technologie et la transformation de la capacité touristique en véritable programme commercialisable reste nécessaire pour faire de l'Algérie une destination touristique. On l'écoute, il est au micro de Lilia Lounès. L'Algérie, comme étant le premier pays d'Afrique, dispose d'un très grand nombre de potentialités touristiques, que ce soit sur le plan culturel, naturel, humain, etc. Sauf que ce n'est pas le potentiel touristique qui fait d'un pays touristique, mais c'est surtout la capacité des hommes à transformer ce potentiel touristique en véritable produit et programme touristique commercialisable. Et c'est la première étape pour que l'Algérie puisse devenir un pays touristique, c'est-à-dire essayer de voir comment peut-on transformer tout ce qu'on a comme potentialité en la combinant avec différentes composantes des programmes touristiques. À partir de là et en aval, nous devons aussi utiliser les différentes technologies de l'information et de la communication pour promouvoir ces programmes-là. Donc en avant, en amont, avant, pendant et après, plusieurs technologies sont là et peuvent améliorer donc le tourisme. Et ne manquez pas au grand rendez-vous culturel du continent avec Mama Talamine. Africulture, l'agenda culturel. Du 26 juin au 6 juillet, la ville de Makanda en Afrique du Sud devient le théâtre vivant du National Art Festival. 11 jours intenses où théâtre, danse, musique, art visuel et spectacles de rue transforment l'ancienne Grahamstown en une gigantesque scène à ciel ouvert. Direction Dakar au Sénégal, où se tiendra du 11 au 14 juin le Africa Asia Confest, un événement unique à la croisée des chemins entre conférences et festivals. Chercheurs, artistes et militants y explorent les liens culturels entre l'Afrique et l'Asie à travers des performances, des débats enflammés et des expositions dans l'effervescence de la capitale sénégalaise. Du côté du Ghana, le mois de juin sera marqué par le Yen Pren, festival à Kwahu-Tafo. Cette célébration traditionnelle plonge les visiteurs dans l'univers des peuples Kwahu, avec en menu danse rituelle, percussions, costumes colorés et une ambiance communautaire chaleureuse. Un rendez-vous authentique au cœur de la culture ghanéenne. Et parce que la culture passe aussi par le sport, ne manquez pas la Komsafa Cup du 4 au 15 juin à Mangong, toujours en Afrique du Sud. Ce tournoi de football régional réunira 14 nations d'Afrique australe dans une ambiance électrisante, mêlant compétition intense et échanges culturels en tribune comme ville. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à Saad El Mehdi, à Mustafa Sedalaye, Ahlam Salam à l'image. Merci à vous de nous avoir suivis, écoutés et regardés également. Merci pour votre écoute.